Si je suis fou, c'est miséricorde. Que les dieux aient pitié de l'homme qui, dans son insensibilité, peut rester sain d'esprit jusqu'à sa fin hideuse. Chers auditeurs, bienvenue dans ma collection. Moi ? Eh bien, je ne suis que le conservateur, le gardien des récits. Des récits romantiques, chevaleresques, dramatiques. Je ne suis que l'illustre conteur de cette histoire. Un conteur qui, par moments peut-être, pourra conseiller ceux qui, ce soir, guideront les infortunés protagonistes de notre histoire. N'ayez crainte. Arrivera aussi le moment où vous, chers auditeurs, viendrez à moi, à ma rencontre, pour partager une de mes histoires. Mais assez parlé de moi. Bienvenue sur Initiative. L'histoire dont vous serez, mesdames et messieurs, les auditeurs et auditrices, se déroule aux États-Unis, en 1909. Il y a quelques années de cela, en 1897, nos protagonistes, nos amis, côtoyaient Alexander Van Long, célèbre peintre flamand connu pour son art torturé. En proie à la dépression que la vie moderne faisait peser sur lui, il abandonna sa célébrité, sa famille et le brillant avenir qui attendait ce garçon chétif de 35 ans en Pennsylvanie. Sa destination ? Grafton, une ville perdue dans l'Utah. En 1899, nos amis apprirent, tragiquement, la nouvelle du suicide d'Alexander. Chacun d'entre eux avait un lien avec lui. Novembre 1909. Les protagonistes reçoivent une lettre bien étrange. L'écriture, la signature, tout porte à croire qu'elle vient d'être écrite par le défunt Alexander. Celui-ci, avec une prose hasardeuse, énigmatique, les exhorte à venir de toute urgence dans son manoir, à Grafton, dans l'Utah. Mais certaines phrases font moins sens que d'autres. Mais qu'en est-il réellement ? Pourquoi avoir envoyé cette lettre énigmatique à ces 3 personnes précises ? Et quel est cet étrange rituel dont il parle et pour lequel ces œuvres seraient la clé ? Il y a quelques siècles, je m'entretenais avec un dramaturge anglais. Il avait écrit dans une de ses pièces « Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. » Vous, chers auditeurs et chères auditrices, jouez un rôle que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. L'heure viendra où vous devrez venir à moi et faire jouer un rôle à certains protagonistes de mes histoires. Mais ce soir, vous serez les témoins perspicaces de 3 personnes, 3 acteurs, pour guider les protagonistes de ce récit vers leur dessein ou vers leur supplice. Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai souvent entendu, jamais vu. J'espère que rien de grave ne s'est produit dans... peu importe. Pourriez-vous nous présenter votre protagoniste ? Eh bien oui, déjà bonsoir à tous. Je me présente ce soir, ou plutôt je présente mon protagoniste, Alfonso Rodriguez, médecin de 31 ans, ancien psychiatre de Alexander et ami fidèle. Quentin. Oui. Quel plaisir de vous voir parmi nous. Merci. J'ai comme l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Étrange, généralement, on ne vient de me voir qu'une seule fois. Ouais, trêve de bavardages inféconds. De quelle âme bienheureuse serez-vous le marionnettiste ? Eh bien, ce soir, j'incarnerai Crawford Peter. J'ai 37 ans et je suis un révérend. Et pour Alexander, je suis tout simplement un très bon ami. Ah ! Anthony. Et maintenant que je réalise, quel beau prénom. C'est le même prénom que
Anthony Perkins, celui qui interpréta avec tant de ferveur Norman Bates, le héros du magnifique livre de Robert Bloch, Psychose. Je me demande si vous aurez quelques ressemblances avec l'infortuné Norman Bates à travers votre personnage. Eh bien, espérons que non. Pour ma part, ce soir, je jouerai Robert Cranston. Je suis un antiquaire de renommée mondiale, très très renommé, et je suis âgé de 43 ans. Concernant le défunt Alexander Van Long, eh bien, j'avais fait affaire avec lui en lui offrant mes nombreux talents concernant l'art, lui offrant des conseils à titre d'ami, et l'éclairant avec toute la sagesse dont je peux faire preuve dans ce domaine. Chers messieurs, vous êtes à Salt Lake City, capitale de l'Utah, dans un hôtel miteux mais pas cher, que vous avez loué pour la nuit. Cela fait 2 semaines que vous êtes partis de San Francisco, dont vous êtes presque tous originaires. C'est ici que vous avez entendu parler, et que vous avez rencontré d'ailleurs, le jeune et audacieux peintre Alexander Van Long, avec qui vous avez eu chacun des rapports assez différents. Il y a 2 semaines, c'est à vous 3 que l'énigmatique lettre de votre défunt ami s'adressait dans une prose et une calligraphie que vous ne connaissez que de lui. Certaines fautes, ces formes de lettres, tout correspond à Alexander, mais ce n'est pas possible. Vous qui le pensiez mort dans son manoir perdu dans l'Utah. Le télégramme avait pourtant bien dit que la police l'avait retrouvé après plusieurs mois où il n'avait pas payé ses impôts. Une balle dans la tête, l'arme au poing, un suicide. Sa nature dépressive et ses idées noires n'étaient un secret pour personne. Mais cette lettre vous hante tous pour des raisons qui vous appartiennent. C'est pourquoi vous vous dirigez vers Grafton, cette ville perdue en périphérie de laquelle Alexander s'est installé. Demain, une diligence vous y mènera. Le groom vous installe convenablement. Il s'avère très impliqué, à raison. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dans cet hôtel. Le groom va vers vous, vous avez loué une chambre pour 3. Et il vous accueille, il fait « Oh, bonjour, messieurs... Alfonso Rodriguez. Monsieur Rodriguez, monsieur... Bonsoir, Crawford. D'accord, et... Eh bien, je suis Monsieur Cranston. D'accord, je suis le groom de cet hôtel et je pardonnez ma curiosité, mais peu de gens viennent vers Salt Lake City, en particulier vers cette période de l'année. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Disons que nous venons rendre visite à un vieil ami. Oh. Oui, un très vieil ami, alors il y a peu de gens qui viennent s'établir par ici. Vous restez là ou vous partez ? Nous allons rester quelques nuits, je pense, afin de régler nos différentes affaires D'accord. dans cette ville. Dans la ville ? Je pensais Oui. que vous partiez pour Grafton demain, c'est ça ? Oui, non mais ce que je veux dire c'est que nous allons faire un petit détour vers cette ville-là et nous souhaiterions dormir ici ce soir Oui, évidemment. Vous avez loué une chambre. et potentiellement prolonger, mais ça nous verrons plus tard. D'accord. Eh bien, le groom s'en va. Il vous laisse à vos occupations. Robert, tu es obnubilé par la lettre et par les mystères qu'elle recèle. Tu ne cesses d'y penser. Tu la lis et relis très souvent et tu tentes de comprendre ce qu'Alexander a bien pu vouloir dire, à moins qu'il n'y soit autre chose. Cette lettre, alors que tu l'as dans les mains, vous la lisez. Chers amis, cher Crawford, cher Alfonso, cher Robert, dis-moi que je suis victime du démon dans les mots. Dis-moi que je suis victime du supplice de l'enfer. Aidez-moi, mais il est trop tard. Perdez-moi, mais ne m'oubliez pas. Il y a, chez moi, dans mon manoir, quelque chose qu'il vous faut voir. Une vérité que seuls les enfers peuvent contenir.
Il n'y a pas d'être qui puisse vivre sans cette vérité, cette ultime œuvre. Cortège de misère. Malgré vous, vous étiez mes plus proches amis. Crawford, homme de Dieu, Robert, homme d'argent, Alfonso, homme de science. Mais certains auraient-ils joué un double jeu? Je ne suis plus sûr de rien. Rendrez-vous à Grafton. Vous trouverez la vérité. Et avec un peu de chance, vous me délivrerez de mon fardeau. Ne faites pas confiance à Azazel. Votre ami, Alexander Van Long. Qui est cet Azazel? Peut-être que dans votre culture intérieure, vous le savez, ou vous l'ignorez simplement. Bon, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais on dirait presque un rébut ou une devinette, je sais pas. Comme s'il y avait un truc entre les lignes. Au final. C'est très bien posé, c'est très bien écrit. Effectivement, je pense qu'il y a un message entre les lignes. Après, je pense que notre ami le curé pourrait peut-être nous aider sur cet Azazel. Je pense savoir que c'est un démon peut-être biblique. Le révérend, fort de sa culture, parvient à sortir sa Bible. Dedans, dans l'Ancien Testament, Azazel est évoqué. Azazel est un démon. Il est celui qui a appris aux hommes à fabriquer les armes, les outils guerriers, parfois plus, les détournant du dessein de Dieu. Il a d'ailleurs peut-être été le tenteur de Jésus dans le désert. Il semblerait qu'il puisse s'attaquer aux rêves, mais ça relève surtout de la mythologie. C'est à lui que l'on doit l'expression « bouc émissaire ». Messieurs, je pense que... Alors, en effet, c'est évident que il y a un message caché là-dessous. Mais je pense que... Est-ce que c'est peut-être lié avec cette histoire? Il est censé être mort, hein, je rappelle. Effectivement, notre effectivement. Ami, ça fait plus de 10 ans qu'il est censé être mort. C'est ça? Il est décédé si je ne m'abuse, en 1895. Oui, donc 10 ans. 99, pardon. Ouais, 1899. 10 ans, c'est quand même... voilà. Recevoir un message comme ça, est-ce que c'est un plaisantin? Franchement, Non, je ne pense pas. Au vu de ce qu'il y a décrit, c'est pas impossible qu'on a affaire à une espèce de secte ou des fanatiques, des personnes dont le cerveau aurait complètement divergé, qui feraient ça pour une farce ou je ne sais quoi. Certes, mais vous pouvez noter que la manière d'écrire et que l'expression employée est typique d'Alexander. Certes, mais il suffirait de consulter un faussaire. Je ne suis pas sûr qu'il ait côtoyé ce genre de personne. Il était très solitaire, me semble-t-il. Alors, oui, il s'est confessé plusieurs fois, avec moi, mais ce n'était pas un fou. Donc, à ce niveau-là, je pense pas que c'est vraiment cette lettre. Pour moi, c'est vraiment lui. Donc, est-ce que c'est vraiment une lettre d'aujourd'hui? Est-ce qu'il l'a envoyée il y a longtemps ou est-ce qu'on vient de la recevoir? Un peu de mal à comprendre. Mais pour moi, il est censé bel et bien être mort. Il serait possible qu'il ait prédéfini une date d'envoi et que cette lettre soit stockée dans un établissement de la poste et qu'elle ait reçu l'ordre d'être envoyée à une date précise. Je ne sais pas, les trois en même temps? C'est pas impossible, c'est peu possible. probable. C'est surtout que en étant son psychiatre, il est vrai que j'ai pu déceler certaines pathologies chez lui, comme des habitudes relativement psychomaniaques, ainsi qu'une profonde dépression. Donc il me semblerait logique qu'il ait organisé ce petit jeu macabre après son propre décès et qu'il ait tout organisé pour que nous, ses seuls amis, puissions recevoir ses dernières volontés par écrit. Donc ça ne me semble absolument pas farfelu. Très bien. Certes. Si vous me permettez juste d'étayer peut-être mes propos et de revenir sur ce que j'évoquais, que peut-être que c'était une autre personne qui se faisait passer pour lui. Regardez. Je vais essayer d'attraper un bout de papier et un stylo, de quoi écrire, et d'essayer de recopier l'écriture d'Alexander en écrivant une autre phrase. C'est alors que Robert, en étayant tes propos, tu
tentes une démonstration, une imitation de l'écriture qu'il y a dans la lettre. Et même si ça se voit qu'il a un peu de talent, il a du mal tout de même à reproduire la calligraphie d'Alexander. Mais vous voyez, je ne suis même pas un professionnel. Ah oui. Oui, c'est- vrai, il va en même temps imiter Alexander, il a quand même une façon d'écrire qui est bien à lui. C'est un artiste. Et même ça se ressent dans sa façon d'écrire. Donc il faudrait être un génie pour réussir à retranscrire ça. Je ne pense vraiment pas que la lettre soit faussée en tous les cas. Après, n'écartons pas toutes les hypothèses d'un potentiel faussaire, hein, évidemment. Tout simplement parce que, comme l'a prouvé notre ami, il a essayé de reproduire cela. Cela dit, notre Alexander nous a quittés il y a à peu près 10 ans. Donc une personne qui se serait entraînée afin de copier son écriture et sa manière de poser en 10 ans, ça ne me semble pas non plus farfelu. C'est Alors c'est je peux possible. vous l'assurer, je pense que tout le monde est d'accord pour ça, les morts ne reviennent pas. Non, Paradis. évidemment. Évidemment. Donc il n'y a de toute façon, il n'y a que raisonnement logique et scientifique dans ce monde. Excusez-moi mon père, hein, mais Oui. voilà. Je pense que nous allons trouver des façons, on va dire, rationnelles de rationaliser tout ça. Mhm. Et très important, surtout pour vous, révérend. N'oublions pas, pour ne pas nous méprendre également, que il arrive souvent que le diable revête les mêmes vêtements que Dieu. Je ne crois pas en tout ça, mais je note cette petite phrase, elle était très très bien tournée. Ne vous en faites pas, de toute façon, je suis là et je ferai ce qui est nécessaire si besoin l'est. Mais même si je suis un homme de Dieu, je ne suis pas bête. Une farce est totalement possible. Bien évidemment, nous n'avons absolument pas critiqué votre... je ne trouve pas de mots pour définir cela, mais c'est vrai que vous n'avez pas l'air d'une personne stupide. Loin de là, l'idée de vous avoir offensé, monsieur. Minuit sonne. Avec l'heure, la fatigue s'installe. Sauf si nos acteurs, nos protagonistes, souhaitent faire une veille. Il serait approprié de dormir alors que les lumières de la ville commencent à s'éteindre. Bien, mes amis, bonne soirée et bonne nuit à vous. On se retrouve ici demain, quand le soleil se lève. Je vais me chercher un petit encas, une petite boisson dans les cuisines. Je vais dormir de ce pas, mes amis, bonne nuit. Bien, moi, je pense que je vais vous laisser. Je m'en vais prier. Juste avant d'aller dormir. Faites attention à ne pas salir vos beaux habits en vous agenouillant. Et je m'en vais d'un air un peu hautain. Dieu vous pardonnera. Robert, tu es pris de cauchemar. Les événements s'enchaînent très vite pour toi et la raison pour laquelle tu te sens si mal est aussi causée par l'étrange coïncidence que représente ton aventure. Tu te souviens de cette première lettre accompagnée d'une tresse. Une tresse de cheveux appartenant à ta fille. Suivie d'une lettre écrite par l'énigmatique organisation se faisant appeler Cercle. Ceux-ci t'ont informé qu'ils avaient ta fille en otage et que ton seul espoir de la revoir serait de fournir à ce cercle un tableau qu'Alexander gardait jalousement, l'hiver inachevé. Un tableau qui avait été peint représentant la campagne de Napoléon en Russie. Un tableau que tu as déjà vu. Tu te vois face à une masse informe qui semble tes pieds. Bonsoir, Robert. Il semblerait que, dans ton groupe, tu ne sois pas le seul à venir pour une petite raison. Eh bien, sûrement, on a tous nos raisons d'être ici, je suppose. Qu'en est-il de ce prêtre
Très bonne question. Penses-tu une seule seconde qu'il aurait pu porter secours à Alexander? Oh, Robert, tu es un homme intelligent. Tu ne crois pas à ces foutaises que profèrent les hommes d'église, n'est-ce pas? Pas tant que ça, très honnêtement. Et Alfonso, c'est quand même étrange qu'un psychiatre si peu connu soit soudainement devenu riche et célèbre à mesure que ton ami Alexander devienne de plus en plus pauvre. Mais il semblerait que toi-même tu aies représenté un certain intérêt financier pour Alexander. Il faut bien vivre, ma foi. Ah, intéressant. Je vais te faire une confidence. Mon nom est multiple. Pour ainsi dire, les humains m'ont appelé Bouc. Certains un peu cultivés m'ont appelé le diable, mais enfin, je n'en suis rien. Je m'appelle Azazel. Je suis très heureux de te rencontrer. Et à quoi dois-je l'honneur de cette rencontre? Tu le sauras bien assez tôt. La vision s'arrête. Nous sommes le matin et tes amis se réveillent. Au petit matin, vous vous réveillez tous dans cette espèce de confort miteux que vous aviez quitté la veille. Est-ce que certains d'entre vous ont des choses à dire avant de prendre la dernière diligence et la seule diligence pour Grafton? Vous n'avez rien oublié, mes très chers amis? Pas vos valises, pas vos artefacts, pas autre... non, rien Là, du je n'ai tout. besoin de rien, je n'ai que ma foi. Avec moi. Vous l'avez pas oublié en priant hier? Non, elle est bien restée avec moi. Très bien. Tant qu'on y est, justement, avant que j'oublie, mes amis, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais peut-être que vous, en tant que psychiatre, vous étudiez les rêves, peut-être. Oui, évidemment, la signification des rêves. De Freud. Mais vous m'en révérez en homme de foi. Ah, les rêves, tout le monde m'en parle. Il se trouve que cette nuit, dans mes rêves, sûrement, j'ai visiblement fait la rencontre de Azazel, dont vous parlez mon ami. Donc peut-être est-ce simplement un rêve en lien avec cette lettre? Vous savez, les rêves peuvent être interprétés de différentes manières, mais souvent on rêve de ce qui s'est passé le jour même ou la veille, et je pense que ce mot Azazel, qui n'est pas très commun dans notre monde actuel, car réservé au monde de la religion, il me semble que ce mot a pu graver un impact dans votre cerveau et laisser une trace indélébile pour la nuit qui a suivi, d'où votre rêve connecté à la lettre. C'est fort possible. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a rien de rêve prémonitoire ou d'un signe de Dieu. Je vous rassure, tout ça ne sont que balivernes. Mais de toute façon, mon ami, la lettre nous incitait à nous méfier d'Azazel. Et Azazel m'a incité à me méfier de vous. Et me méfiant d'Azazel, eh bien, je pense que le mieux est de nous faire confiance les uns aux autres et de ne pas écouter ses revendications, ses conseils. Et effectivement, de ce que j'ai compris de ce démon, il est vrai que ce n'a pas l'air d'être une entité très cordiale et très qui ne respecte pas forcément le système de politesse, n'est-ce pas ? Je me permets de vous arrêter là, Alfonso. Il était très cordial. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un démon. Je pense que notre curé ici présent peut nous le confirmer, je pense. Non, mais Robert, Azazel est comme je vous l'ai dit, le symbole de la discorde. Bouc émissaire, je rappelle. Il est là pour nous disperser, et si vous en avez rêvé, c'est qu'il vous a déjà marqué, alors que ce soit scientifique ou non. Dans tous les cas, ce n'est pas
quelque chose qu'il faut suivre. Faites-vous confiance à vous-même et faisons-nous confiance et tout se passera très bien. Très bien. Si nous commençons déjà à nous disperser, comment ça va se passer plus tard? C'est ça. Je ne peux qu'approuver. Il semblerait que Van Long soit bien terré dans la Mesa de Luta. Son manoir n'est pas dans la ville même, mais il semble surélevé dans une position cerclée de murs très hauts et d'un portail de fer grand ouvert comme s'il vous accueillait. Vous arrivez finalement au manoir, ou plutôt à ce qu'il en reste. Il semblerait que les collecteurs de taxes ne passent plus par ici. Les riches ornements achetés avec ce qu'il restait alors de sa fortune auraient pu se vendre si cher. Mais vous voilà face au manoir en décomposition. Devant, un employé municipal, visiblement, vous attend. L'homme vous accueille, assez bien vêtu, mais visiblement, il n'a pas trop envie d'être là. Je suppose que c'est vous que j'attends. Exactement. Sûrement, oui. Eh ben, c'était il y a 1 heure, hein, je rappelle. Excusez-nous du retard. On a eu une petite leçon scientifique avant d'arriver. Ouais, bon, c'est pas très grave. Bon, bah, bienvenue, hein, au magnifique manoir de... Comment il s'appelait déjà? Bon, on s'en fout. Bienvenue au manoir. Merci. Bon, moi, je suis là seulement pour vous ouvrir, après vous vous débrouillez. Bon, en plus, je vois que... Bon, comment vous êtes, vous avez pas l'air d'être des voleurs. J'ai pas prévu de sac. De toute façon, j'ai pas trop envie de rester très longtemps, donc... on va se débrouiller comme ça, hein. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, nous allons juste visiter cette demeure d'un ancien ami. Nous ne vous retenons pas plus que ça. Mais merci d'avoir pris votre temps et de nous ouvrir. Ouais, attendez, déjà, il faut que je retrouve les clés. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà, alors ça, c'est la clé principale. Ça, c'est la clé de... Je sais pas ce qu'elle ouvre, mais je crois que c'est à l'état avec. Allez, moi je retourne, j'ai ma famille à voir. Bonne chance à vous, hein. Merci bien, mon bon monsieur. Au revoir. Merci, merci. pour cette gentillesse, Mhm. mon enfant. Vous ouvrez péniblement, mais sûrement, la grande porte du manoir. Elle s'ouvre sur un hall et un petit foyer. Eh bien déjà, messieurs, je pense que on a eu de l'accueil. Il a l'air de se passer quelque chose au moins. Bah écoutez, je pense que c'est la mairie qui a dû prendre en charge donc ce bâtiment. C'est pour ça que, vu qu'il n'y a plus de locataires, il est délabré, effectivement. Mais je regarde autour, et effectivement, c'est très... ouais, c'est laissé à l'abandon, hein, effectivement. Ouais. Et de toute façon, selon toute logique, maison d'un artiste qui est mort depuis plus d'une dizaine d'années, forcément il y a des intéressés, des personnes pas forcément bien intentionnées qui ont essayé de passer par là. Ah, mais de toute façon, ça c'était une certitude, mon ami. Mais il est vrai que son âme est partie avec sa maison, je pense. S'il voyait ça, il serait triste. Ah, vous savez, je le rappelle quand même qu'Alexander est un grand peintre, hein, et que ses œuvres se vendent vraiment pas à un petit prix, vraiment à un prix assez impressionnant. Donc, il se peut que, j'espère en tout cas, qu'il n'y a pas eu de vol, tout genre de choses. C'est surtout ça qui me fait peur, c'est des intrusions non voulues. Oui, je l'espère aussi. Si l'employé municipal était là, c'est que je pense que ça s'est déjà produit. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Mais oui, j'imagine que en réaction sûrement à quelques vols, ils ont dû mettre en place un employé municipal, un gardien peut-être. Mais j'espère de tout mon cœur que ces œuvres sont encore ici.